Je suis allongé sur un banc de sable par 30 mètres de fond. Mon corps subit une pression hydrostatique importante, un massage puissant de tous les muscles. Mes poumons ont la taille de 2 oranges sanguines. Mon squelette est sous le joug du courant, un mouvement incessant, un rouleau à pâtisserie. Le sel devient concret. Avant, je disais la mer est salée, sans savoir de quoi il retournait. Ce matin, c'est différent. Le sel existe, Dieu aussi, et il exerce sa pression sur tous les pores de ma peau. Ciel n'est plus le ciel. C'est une armure noire, elle se déploie immense. Des comètes dorées viennent s'écraser sur mon visage, fripé par les profondeurs. J'ai la tête d'un nouveau-né. La sensation de bien-être est totale. Je quitte le quotidien pour d'autres horizons. C'est un nouveau départ et c'est excitant. Une dorade vient à ma rencontre et me salue d'un clin d'œil. Cette familiarité indique qu'elle me connaît. Elle délivre son message. Le temps est élastique. Il faudrait peut-être remonter. Maintenant, comment suis-je arrivé là ? C'est la question des hommes qui touchent le fond et sont surpris lorsque le fond se dérobe à nouveau sous leurs pieds. Art de la chute, art de la fuite. Les poignets attachés, le souffle court. Je repose sur un brancard depuis 3 quarts d'heure déjà. La sirène, le bruit du moteur dans la nuit, le tube dans la gorge. Les hommes autour qui s'agitent ne sont qu'une seule et même question. Veux-tu vivre ou mourir ? Simple et direct. Sans arabesque ni coquetterie, la vie me demande si je jette l'éponge, si j'abandonne ou si j'ai la force de revenir. Un peu comme un boxeur crucifié dans les cordes dont on se demande s'il va pouvoir tenir, s'il ne va pas craquer sous la déferlante de coups. Je suis dans le coma et je viens d'arriver aux urgences. Il est 4 heures du matin et il fait très froid ce 21 novembre. Rapidement pris en charge par le personnel hospitalier, harnaché d'une armée de cathéters, je suis intubé jusqu'au fond de la aorte. Une sonde dans le sexe me signifie que je suis à l'hôpital. J'ai gagné, je suis arrivé à destination. La sonde dans le sexe, c'est la réalité. La chaîne du chien dans un refuge, je n'irai pas plus loin. Je ne sortirai plus, toute cette comédie est finie. On est venu m'arrêter, je risquais ma vie à l'infini, ce n'était plus possible. Tu as entendu l'infirmière railler la taille de ton sexe lorsqu'il a fallu enfoncer la sonde dans l'urètre ? Ou bien n'était-ce qu'une hallucination auditive ? L'expression d'un complexe masculin, une virilité malmenée dans une situation embarrassante. Nu, devant des étrangères, du vomi plein les bronches, un pronostic vital engagé et une hypothermie à 34,7. Je prie les dieux de m'accorder la délivrance de ma pénible veille. Tout le long de l'année, je couche sur le toit des Atrides et dressé sur mes coudes, comme un chien, je guette. Échille flotte dans ma tête, des mots, des mantras contre le mauvais œil. Échille est un ami de longue date, toujours présent dans les moments délicats. Cette nuit encore, je guette le signe du flambeau, l'éclair de feu apportant la nouvelle et l'histoire de la prise de Troie. On m'a installé au 5e étage, aux soins intensifs, sur un lit barricade. Mes veines saillantes sont parsemées d'aiguilles. Je suis recouvert d'un drap vert pâle. Mes cheveux sont noirs électriques et ma peau est si blanche qu'elle scintille dans la pénombre. Mon corps, c'est une planche d'anatomie, un danseur que Rodin a croqué rapidement au fusain, une adolescence grecque qui persiste malgré mes 41 ans. Les tuyaux qui m'assistent et les pulsations sonores finissent de donner un air futuriste au tableau. Je suis à l'hôpital, le Messie est revenu. Il a fallu me déséquiper, j'ai vomi à plusieurs reprises. C'est une opération qui demande du métier. L'anesthésiste en chef a fait son travail, intubé, détubé, puis intubé à nouveau. Les infirmières m'ont nettoyé plusieurs fois. C'est douloureux, mais je ne sens plus rien. Je suis dans un autre monde, plus bas, beaucoup plus bas. L'hôpital,
Le froid, les médecins, L'hôpital, l'infirmière, le le froid, les SAMU, médecins, le tube dans la le gorge, SAMU, le la tube sonde dans la gorge, dans la l'urètre, sonde le dans jour qui l'urètre, se lève. le jour Tout qui se ceci lève. n'est Tout peut-être ceci qu'un n'est rêve. peut-être qu'un rêve. Un rêve pour distraire la mort, la retarder en chemin, lui raconter l'histoire d'une vie, l'histoire d'un souffle. La réalité se dilate, l'imaginaire prend la barre et m'offre plusieurs chemins. Je Je n'en n'en choisis aucun. Fly of bird on your way. J'en étais là à contempler mon corps longiligne se détacher sur la vitre de la librairie, un peu las, un peu mou, mon visage émacié par l'accident semblant me prédire un nouveau cap, une mission, du mouvement en tout cas, quand Alexia fit son apparition, son reflet à côté du mien. Je ne l'avais pas vue depuis l'accident. Ce fut comme une onde de choc. Alexia est assez grande et ce qui retient immédiatement l'attention, ce sont ses pommettes saillantes et ses yeux verts, à peine bridés. Elle a des origines malgaches par son père et normandes par sa mère, comme elle me le confiera plus tard. Des lèvres pulpeuses, légèrement maquillées, des cheveux châtains clairs, mi-longs, très fins, finissent un visage qui semble hésiter entre la Suède et l'Afrique. Ses longues jambes, dans son jean noir moulant, vous perdent tant, elles promettent du sexe et puis du sexe. Il faut arrêter de projeter des scènes de cul avec les bombasses, là. Il faut vraiment arrêter. Je lui fais face et je la salue d'un sourire enfantin. Ah, salut, ça va? Lance-t-elle le ton faussement enjoué avec un sourire crispé. Départ moyen, comme on dit en japonais. Ce que je redoutais depuis plus d'une semaine gît devant moi, un mélange de compassion, de malaise dû à mon accident, à mon absence des répétitions. Je suis coupable. Et comment se comporter en public avec un coupable charmant, mais coupable tout de même? Comment ne pas l'accabler d'un regard, d'un geste qui trahit votre pensée profonde? On est embêté, empêtré dans des politesses qui se mordent la queue. Alexia fait comme on fait avec les grands brûlés. On est mal à l'aise, c'est tout. On fait semblant de s'affairer ailleurs, absorbé dans la contemplation d'une grue sur le chantier qui surplombe la chambre d'hôpital. Puis le regard se pose immanquablement sur les compresses et les chairs meurtries. Alors non, il ne faut pas en vouloir à Alexia. Pas ici. Pas aujourd'hui. Plus tard, oui, bien sûr. Marcher après une répétition, c'est la prolonger. Les émotions du jeu diffusent encore leur parfum. D'infimes intuitions stratégiques bombardent votre esprit. On revoit une scène en panoramique. On fait le montage en direct. On revient sur un mot. Une ponctuation délivre son secret, tandis qu'une italienne chuchotée sur le bitume règle la cadence de vos pas. Un saint dit une prière. Soudain, une détonation dans ma tête. Un coup de feu. Et si j'étais plus heureux quand je ne joue pas? Le parc des Buttes-Chaumont, dans la nuit glacée, offrait l'espace nécessaire afin de laisser résonner cette hypothèse séduisante et terrifiante. Et si j'étais plus heureux quand je ne suis pas sur un plateau de théâtre? Aussitôt, une pensée gendarme surgit de mon esprit, un uppercut. Ben voyons donc, on se calme. On respire par le nez right now, mon gars. Le gendarme avait l'accent québécois. Eh, waouh, on n'abandonne pas, on lâche rien, mon hostie, fuck. C'était pulsions qui te mettent en tête de niaiseries de même. Rien que tes pulsions, tes écarts, puis toute la patente, tu te catches-tu, là. Tout ça, c'est fini. Je souris. Prends ton gaz égal, OK?
On a bien vu ce que t'étais capable de faire, puis c'est assez on. Et qui était ce on? Et surtout, combien était-il? On est tanné en tabarnak de ton attitude ben trop hot boy. Fait que watch out, ok? On a vu le résultat, puis c'est pas brillant, je te jure. Je ralentis la marche pour respirer. J'avais encore un peu d'eau dans les poumons et j'avais besoin d'un maximum d'air pour supporter la controverse absurde qui se jouait entre mon cœur et ma tête. Pas d'abandon de poste. Tu es acteur. Ah, le gendarme avait switché en français international. Tu restes acteur. C'est tout ce que tu sais faire. Alors vraiment, il faut arrêter de te raconter des racontards post-traumatiques. Tu es sous le choc encore, c'est normal. Tu as failli perdre la vie. Tu n'es pas en possession de tes moyens pour prendre ne serait-ce que le quart du début d'une décision aussi engageante que radicale. En français de France, le discours prenait un ton plus lourd, moins drôle, très alambiqué, maniant la culpabilité et les pensées binaires, un brin virtuose, presque biblique. Que diras-tu à Esther, à tes fils, à tes amis? Je quitte le bateau, trop d'angoisse? C'est ça ta réponse? Après la chute, la fuite. Oh, bravo, félicitations, c'est courageux. Affronte la réalité de face, bordel. Arrête de faire l'égyptien. Quel égyptien? Le profil. Le fameux profil. Le gendarme se tut un instant. Je grimpais la côte particulièrement raide du parc, tandis que mon souffle dessinait une fumée argentée dans l'obscurité. Vu de dos, avec les lampadaires alentours, on eût dit une locomotive humaine perdue dans le rêve d'un dieu. Qui es-tu donc à la fin? Je suis une partie de cette force qui éternellement veut le mal et qui éternellement accomplit le bien. Ce fut la réponse faite au gendarme. L'autre voix n'avait pas de nom, pas d'accent. Elle était douce, pleine d'assurance et elle citait Goethe. Elle agissait sous le masque très ancien des divinités archaïques, des énergies libres. La voix est une femme, une étrangère. Lui laisser de la place, plus de place pour l'étrangère. Ce fut tout. J'avais rencontré Alexia un peu par hasard 6 mois plus tôt, et c'est moi qui l'ai fait engager sur le projet, usant de mon influence auprès de Jack. La première fois que je l'ai vue, elle jouait Madame dans Les Bonnes de Jean Genet. Et ce fut très simple. Elle fit son entrée à la fin de la pièce, harnachée de volants de métal de la taille jusqu'aux chevilles, signifiant vaguement l'architecture d'une jupe, des bas blancs, les seins à l'air avec des bouts de scotch noir en croix sur les tétons, des talons hauts et une perruque d'un blond tirant sur le blanc. Elle s'installa à l'avant-scène dans cet accoutrement et fit un clin d'œil appuyé face publique que je m'empressais de recevoir, me décalant sur la droite de 5 cm pour être dans le cadre, comme pour dire « Je veux être sur cette photo. Je veux en être. Je veux appartenir à ce moment, quoi qu'il en coûte. » J'avais été subjugué par son jeu, plus que par sa poitrine. Sur le petit plateau du théâtre, face à moi, il y avait un clown noir, un clown mystique, dans un corps de femme. Que fais-tu de ta vie, toi? Rien? C'est ça? Tu roupilles et tu appelles ça vivre? Je l'ai reniflé depuis les coulisses. Ça puait l'ennui. Et c'est pour ça que je suis devant toi. Pour changer ta vie? Pour mettre du poivre sur ton foie et te faire danser la salsa sur des braises, chérie? Son énergie était un fleuve capricieux sorti de son lit. Elle prenait tout sur son passage. Recroquevillé sur mon strapontin, je n'étais rien d'autre qu'un chien jaune, cramponné à un tronc d'arbre qui flotte dans les eaux boueuses, implorant de ses yeux la terre ferme, un collier et une chaîne, une maison avec des maîtres, de la soupe, du domestique face à la catastrophe.
Quel est le démon qui s'empare de nous à cet instant? Quelle est cette puissance qui anesthésie la vigilance pour tracer l'inattendu? L'intuition d'un danger plus attirant que la vie elle-même. Je me dis aujourd'hui que ce qu'on nomme l'existence se résume à des détails, à des micro-glissements qui nous font prendre des directions que nous n'avions pas imaginées, dont nous ne soupçonnions pas la possibilité, ni sur une carte, pas même en rêve. En un clin d'œil, on se retrouve dos au mur, face au peloton d'exécution. Que voyez-vous? Il fait noir. Il n'y a pas de servante pour éclairer le plateau. Un plateau soviétique, on dirait. Immense. Je suis allongé, immobile sur les pavés d'une cour intérieure. La température est glaciale. Si je voulais bouger, je ne le pourrais pas. C'est mon état actuel. Je suis un sarcophage gelé et j'attends. Il y a une rumeur au-dessus de moi qui ressemble à de l'agitation. Des gens qui parlent. Je l'aperçois d'autant plus, cette agitation humaine, que je suis calme. L'agitation vous semble ridicule quand vous êtes calme. Et là, je suis calme. Je m'enfonce davantage dans le sol. Je suis bien installé. Je vois la lune au-dessus de moi. Un hublot, je me dis. Une feuille d'or tombe à mes pieds. Je n'avais pas vu qu'il y avait un arbre. Cette feuille d'or n'en finit pas de tomber au ralenti. Pourra-t-elle un jour atteindre le sol noir? J'en doute. Prisonnière du temps et de sa répétition, à mesure que je respire, le paysage s'éclaircit. C'est toujours l'obscurité, mais il fait moins noir, plus gris. C'est la lune qui donne cet éclairage à la scène. J'ai froid. Je me gèle, littéralement. Je ne bouge pas. C'est une consigne de mon âme. Ne pas bouger. Attendre, c'est mieux. Ne pas bouger. La rumeur de la ville a disparu. La petite agitation humaine s'en est allée plus loin, voir là-bas si j'y suis. Jeu de mots, pardon. J'attends. La feuille d'or n'a toujours pas atteint les pavés. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui rampe à même le sol. Mon âme s'agite. L'événement que j'attendais est arrivé. Une vague noire, une vague de mazout qui vient vers mon corps. C'est mon rendez-vous. Aucun bruit, comme si j'étais dans l'espace, du moins tel que je me le représente, à l'étouffer. La vague noire est à mes pieds. Elle demande l'autorisation de recouvrir mon corps. Elle frétille sur place, très excitée, presque sexuellement. Mon âme lui refuse l'accès. C'est un non catégorique. C'est la première fois que je sens mon âme, ma vieille âme, si fébrile. Je ne l'ai jamais sentie dans un tel état d'alerte. Le froid n'est plus supportable. Je dis, le froid n'est plus supportable. La vague de mazout recouvre mes pieds, mes genoux. Je suis absolument immobile et je panique. Je suis en train de me faire enterrer vivant. Je dois me battre. En cas d'urgence, briser la glace, je me pisse dessus. Soudain, mu par je ne sais quel courage, je me débat, je pousse des grognements. La chose est remontée jusqu'à ma poitrine. Elle veut ma bouche, c'est ma bouche qu'elle convoite plus que tout. Elle veut la pénétrer. Nous sommes engagés dans un corps à corps violent à même le sol. Je suis une bête féroce qui s'agite. Au pied de l'arbre, je distingue d'un coup d'œil le terrier de la chose. Je comprends qu'elle veut m'emmener dans sa tanière. Je suis son butin, sa proie. Et juste à l'aplomb, debout sur un muret décrépit, un ange, cheveux mi-longs, vêtu d'un manteau de ciment frais. C'est un homme en noir et blanc. Ils se font parfaitement dans le paysage. En fait, il est gris, un gris très similaire à celui des pavés de la cour. Il nous observe danser. Mes yeux implorent son aide, mais il ne semble pas affecté, ni concerné par ma détresse. Il n'a pas d'avis, il est neutre. J'ai toujours pensé que la neutralité était une faiblesse de la cervelle, mais là, franchement, il faudrait agir en ma faveur. Agis, tabarnak, tu vois bien que ça ne va pas. L'ange a bien compris ma requête, mais il est ici en tant qu'observateur. Il m'explique ça avec les yeux. Il n'y a aucun encouragement à attendre de sa part. La goule, là. Il faut prononcer le GH comme un R guttural.
La Rulla, c'est ainsi que s'appelle la vague noire. La Rulla pénètre mes orifices. Anus, nez, oreille, oreille, anus, nez, nez, oreille, anus. À l'exception de ma bouche que je continue de lui refuser, je me débat, je me découvre une agressivité animale que je ne me connaissais pas. Nous grognons tous les deux dans la nuit glacée. C'est une lutte sans merci. Je n'ai pas peur, je n'ai pas le temps d'avoir peur. Puis, sans concertation aucune, je me rassemble, corps et âme ne font qu'un, et je hurle de toutes mes forces le cri de l'homme. La Rulla se retire, mais sa manière sournoise de battre en retraite indique qu'elle reviendra. C'est une pause qu'elle m'accorde, comme le loup pervers avec la chèvre de Monsieur Seguin. Le risque, avec les contes, c'est d'excéder sa puissance. Se battre toute la nuit contre le loup pour faire mieux que l'autre chèvre qui s'est faite dévorer. La Rulla disparaît par les aspérités que lui offrent les pavés de la cour, aspirés par les interstices comme une eau sale dans l'évier. L'ange est à sa place, toujours en surplomb, sans expression. Je reste allongée sur les pavés, le froid est insoutenable. Je vais bientôt mourir. Je suis une étoile lointaine qui brille dans l'immensité du cosmos. Ne sachant à qui délivrer le message, je n'en finis pas de vibrer la nuit. Je vibre de 1000 faisceaux. Je me gaspille. La vie est immense et si mystérieuse que la réalité n'est rien face aux rêves des hommes qui façonnent leurs désirs. Elle ne fait pas la maille. Monsieur, vous êtes à l'hôpital. C'est par cette phrase directe et sans ambiguïté que je repris très brièvement contact avec le monde extérieur, avec la réalité, justement, l'espace d'une poignée de secondes avant de replonger dans un coma profond. Qu'avais-je commis pour me retrouver dans cette situation périlleuse? Qu'avais-je entrepris de si extraordinaire? Je me suis pris pour un dieu. J'ai cru que j'étais le roi du monde. Je travaillais sur plusieurs productions à l'époque. Je voyais peu Esther, encore moins les enfants. Je courais d'une répétition à l'autre, cherchant dans la suractivité une énergie qui n'en était pas une, mais qui me donnait l'illusion d'être libre. Je pensais que j'étais un homme exceptionnel parce que très occupé, vous comprenez? L'étalon, maître hétéro, blanc, musclé, la quarantaine, c'était moi. J'étais devenu la norme. Conformément à mon époque, je séduisais toutes les actrices que je rencontrais, je gagnais bien ma vie. On se comporte différemment quand les poches sont pleines, et puis les compliments sont dangereux, il faut les prendre comme une caresse. J'ai cru tout ce qu'on me disait. Je me suis gâtée comme la poire du jardin qu'on oublie au fond du panier. J'ai joué ma vie avec l'insouciance du joueur qui cherche à travers ses actes son propre anéantissement. La nuit du 20 novembre, je sortais de répétition et je suis parti en moto pour une soirée rejoindre des amis. Il y avait du monde. J'ai bu, beaucoup. Jack m'avait confié quelques heures auparavant au sujet de mon interprétation du Don Juan. Tu en sais plus sur le rôle que moi. Il était sincère. Il n'y avait pas de calcul de sa part, juste un compliment après une belle séance de travail. Si la séance était belle, pourquoi avoir accepté de prendre de l'héroïne dans une salle de bain avec un inconnu? Pourquoi chier sur la vie et la détruire? Pourquoi ce risque débile? Jouer sa vie sur un coup de dé? Que faisons-nous? Et pourquoi le faisons-nous encore? Fly on, baby. Fly on.
Dans le foyer, mes camarades me dévisagent comme si j'étais en phase terminale d'un cancer du côlon. C'est douloureux de faire semblant. Ça demande des efforts de prétendre que tout va bien, que vous maîtrisez la situation 2 jours avant la première. La boule dans ma gorge ne cesse de grossir. Assis sur une chaise de jardin, je souris à Alexia, qui vient s'installer à mes côtés sur une chaise similaire, du plastique blanc moulé en Chine. Alexia est ma seule alliée. Je ne peux pas en dire autant de moi. Je suis absent au monde, c'est tout. J'aurai plus de présence en soins intensifs. Les pulsations sonores, être attaché par les poignets, respirer si peu, être en repli total pour atteindre une pleine conscience de soi, dire les textes qu'on aime sans être emmerdé, être conducteur et passager à la fois, le coma, c'est le sens de ma vie désormais. Pendant que Jack entre dans le détail des scènes, je me replie dans mes terres, un exil intérieur. Le coma a construit une petite chambre, un sarcophage dans lequel je me réfugie lorsque la réalité tape trop fort, ce qu'elle ne manque pas de faire en général. Je vais partir. Je vais partir. Et la phrase qui revient sans cesse dans mon cerveau malade. Je vais partir. Je vais partir. Et la phrase que j'aime le plus au monde, c'est concret et ça soulage. Je vais disparaître, fait son entrée, plus séduisant encore, sans oublier, j'ai très envie de sauter par-dessus la balustrade, là, maintenant. Nous prenons le métro tous les deux assis sur la banquette. Elle pose sa tête sur mon épaule négligemment devant des inconnus qui rentrent de leur travail. Elle fait semblant de dormir. Tout ça m'amuse un peu. Je souris, fier d'être celui que je ne suis pas. Cela reste de la drague bon enfant, une séduction à la carte pour des acteurs qui doivent jouer un drame amoureux. La première est dans 2 jours. Une étape presque nécessaire, c'est un ordre du metteur en scène, après tout, tomber amoureux. Nous descendons à Ménilmontant, direction les ours. Les frontières entre la vie et la scène deviennent de plus en plus poreuses. Nous marchons main dans la main à présent. Accueillis comme il se doit par Zico, le patron kabyle, nous enchaînons les verres de blanc et nous rions. Des rires pour décompenser, pour séduire. On envoie se faire foutre Jack et son équipe de pisse-froid. Le monde entier est contre nous, tant mieux. La générale, c'est demain et on s'en fout, répète-t-on en chœur. Je fais mon numéro de claquette. Je salue les habitués que je connais. Alexia n'est pas impressionnée. Elle aime ma décontraction, la facilité avec laquelle je tutoie les hommes et surtout mon don pour les langues étrangères. Arménien, kabyle, russe, je connais toutes les insultes. J'en rajoute, évidemment, ça fait partie de ma prestation. Puis, après 3 verres de Sancerre, les rires se font plus rares. Alexia enchaîne. Dis donc, toi, tu vas te cacher encore combien de temps ? Tu sais que la générale, c'est demain ? Je soutiens le regard, je ris tout seul, comme le cancre au fond de la classe. Puis mon rire s'éteint petit à petit. Soudain, très sérieuse, elle pique. Dis, combien de temps tu crois pouvoir t'enfuir ? Tu vois pas ? Vraiment ? Ça fait 6 mois que je te cours après. 6 mois, c'est long. Elle avance sur moi, une menthe religieuse. Mon coude gauche glisse sur le zinc et je recule de 3 pas. Elle me fait face. C'est physique. La force de son corps vers le mien. Je sens qu'on est monté d'un cran, que le jeu n'en est plus un, ou disons que les règles ont changé. Je réalise qu'elle porte des escarpins noirs, qu'elle s'est faite belle pour l'occasion, comme si elle s'était préparée. Son 3/4 bleu marine lui donne une stature, quelque chose d'officiel qui dénote avec la situation et le décorum. J'ai l'impression qu'elle grandit à vue d'œil. Une femme qui fait une déclaration d'amour, c'est rare. Je veux dire qu'il y a plus d'esbrouf ou d'effet de manche chez un homme. Une femme qui prend ce risque, belle de surcroît, vous met la pression. Elle joue gros, elle joue vrai. J'accuse le coup. Je ne m'attendais pas à une telle intensité et je perçois un danger que je pense à tort pouvoir contrer. Je finis mon verre de blanc pour que l'illusion soit totale. Elle s'approche. Elle veut m'embrasser. Mon visage se dérobe. Je baisse les yeux à la manière d'une courtisane. Pas ici. Pas devant tout le monde. Cachons-nous, Alexia, pour jouir pleinement de notre clandestinité. Nous sortons dans le froid et la nuit. Nous nous éloignons rapidement du café et 20 mètres plus bas, rue des Pyrénées, derrière un platane maigrichon, entre les merdes de chiens et une touffe d'herbe miraculeusement épargnée par les rudesses de l'hiver, nous nous embrassons
comme deux enfants qui découvrent leur bouche à l'école primaire. Doucement, tout doucement, on prend le temps, c'est la première fois. Nous sommes à Paris, capitale de la France. J'ai failli perdre la vie il y a 2 mois et j'embrasse Alexia Linné. C'est à la fois merveilleux et pathétique de rejoindre sur le pavé parisien la longue chaîne des amants transis. On est piégé. On se sent vivant. Vous avez marché sur la Lune? Oui, à plusieurs reprises. Fouler le sol en apesanteur, avec l'espace en toile de fond et la terre si loin, si bleue. On se sent proche de Dieu ou de l'éternité, au choix. Il faut avoir le cœur bien accroché pour recevoir l'infini dans la rétine. Peut-être s'agit-il d'une prédisposition pour l'inattendu et l'immensité. Je ne sais pas. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a aucune vantardise, ni sentiment de supériorité de ma part lorsque j'affirme qu'on touche l'extase à ce moment-là. Et je persiste à croire que tout le monde ne peut pas et ne doit pas marcher sur la Lune. Sinon, la Lune serait la Terre. C'est juste que parfois marcher sur la Lune, c'est ma réalité. Vous comprenez? Bien sûr. Je suis en coulisses, à la lisière du plateau. Je devine le public, j'ai les yeux mi-clos et sa rumeur me berce. Je somnole, je dors debout. Presque. Sur la peau de mon visage, il neige des cristaux de sel. Ils sont minuscules, ils scintillent tels des lucioles. Ils éclairent les abysses devant moi. Ils brillent, si faibles dans la nuit. Ce sont des âmes, des milliers d'âmes qui viennent à ma rencontre. Elles se concentrent entre la scène et le coulisse. Certains cristaux finissent sur mes épaules. Le régisseur Plateau me glisse à l'oreille. C'est l'heure du risque. Le régisseur est un ami de longue date. Il me chérit. Je l'apprécie pour sa délicatesse. Noir, scène. Je me lance. Et je traverse le rideau argenté pour finir au lointain, à court. C'est à cet instant précis que je marche sur la Lune. Dans ce mouvement des coulisses vers la scène, je marche au ralenti, c'est dû en grande partie aux cristaux de sel, aux âmes qui m'entourent et me soutiennent. Je nage dans un bain iodé, mon corps flotte, il y a de la résistance, une concentration d'énergie autour de moi. Les âmes deviennent mon armure. Les pulsations cardiaques montent dans le rouge. Je subis une pression comme pendant le décollage d'une fusée, mais je tiens le cap. Je suis calme, si calme dans ces moments-là, que j'en deviens froid. Le trac vient des jambes, ça je l'ai appris, et c'est important d'être enraciné pour marcher sur la Lune. J'y suis, maintenant. Le trou noir m'a attiré. Il réclame sa livre de chair, un peu comme la roula voulait m'engloutir pendant le coma. Tous ces yeux sur mon corps. C'est une responsabilité, c'est ma mission. Créer une porte d'entrée entre les vivants et les morts.
Je suis passeur. Alexia entre à jardin dans une robe de satin noir. Un long voile de dentelle noire lui recouvre la tête et le buste. On devine en transparence sa poitrine opulente. Elle traverse au ralenti la voie lactée. Elle porte des talons, on dirait qu'elle est pieds nus tant elle paraît flotter. Je sens son pouls dans mes tempes. Elle subit la pression également. Nous nous dévisageons comme si nous avions un couteau derrière le dos, prêt à nous entr'égorger. Nous sommes à l'intérieur l'un de l'autre et nous marchons sur la lune. Elle parle, très froide, mais brûle à l'intérieur. Donna Anna. Je vous reçois, Don Diego, et pourtant j'ai peur. Mon entretien mélancolique vous ennuiera. Sans cesse, pauvre veuve, je repense à ma perte. Je mélange le sourire et les larmes, comme Avril. Sa voix grave et ses intonations presque fausses, tout est juste avec ce soupçon d'humour. Elle enchaîne le temps d'une inspiration. Vous vous taisez? Sa question est une invitation dangereuse. Elle est à tomber, plus belle que dans la vie. Ne pas se laisser entraîner, résister à son attraction, sinon elle va te manger tout cru. Don Juan? Je m'enivre en silence, profondément, à l'idée d'être seul avec Donna Anna. Ici, non plus là-bas sur le tombeau du mort heureux. Et je ne vous vois pas agenouillé devant l'époux de marbre. Je m'avance vers Alexia, elle recule. Durant toute la scène, il y aura ce jeu d'équilibre. Rester à la lisière, une distance réaliste annulerait la sensualité naissante. Ce n'est que vers la fin de la scène, lorsqu'elle s'évanouira sur le lit, que je pourrai enfin la toucher. Avant, ce n'est qu'une mise de départ, on fait monter les enchères, on tend l'élastique en espérant qu'il tienne. C'est le moment d'entendre avec ses yeux et de voir avec ses oreilles. Les sens sont à leur capacité maximum d'ouverture. Nous sommes des demi-dieux. Nous jouons au bord d'un précipice suspendu aux répliques de l'un et de l'autre. L'art du présent. À force d'éviter le monde qui m'entoure, je croise le regard d'un homme, la cinquantaine, la moustache poivre et sel incroyablement fournie, avec des cheveux hirsutes. On se connaît de vue. Ce pourrait être le meilleur ami d'Obélix, l'archétype du Gaulois de base. En une fraction de seconde, je l'imagine chasser le sanglier et coller des tartes à des centurions romains. Je le croise à toutes mes premières. Il porte des chemises carottes et une salopette de jean clair, le même accoutrement depuis des années. Les lunettes rondes cerclées de métal hésitent entre John Lennon et un intellectuel nazi. Il doit avoir un lien avec le théâtre, un administrateur peut-être, un spécialiste, sans aucun doute. Que fait-il? Comment gagne-t-il sa vie? Cela reste un mystère. Il ne m'aime pas. C'est un ennemi, je le sens. Du moins, c'est ce que je crois. Ne jamais sous-estimer la paranoïa d'un acteur qui sort de scène. Je baigne dans un jus bizarre. Don Juan est en moi. Il n'est pas tout à fait mort. Il bouge encore. Il aimerait se venger du commandeur, rejouer la fin en sa faveur, retrouver Donna Anna et lui faire l'amour. Une pulsion brutale s'empare de moi. Je délaisse Claudine de la billetterie et je vais me planter face à lui. Bonsoir. Bonsoir et bravo. C'était très beau, très intéressant. Votre Don Juan est magnifique, tout en finesse, en subtilité, jamais racoleur. Et puis, on entend le texte, on entend tout, c'est très beau, vraiment, bravo. Jack a réalisé un travail remarquable sur le rythme, notamment. C'est très inspiré. Il a su, à travers Faust et Don Juan, il a su épingler nos désirs les plus enfouis, les plus inavouables. Il sourit, jouissant de sa remarque qu'il trouve osée. J'ai juste une petite chose, une petite observation, si vous le permettez. La scène finale. Il me manque, comment dirais-je, il me manque la dimension spirituelle de Pouchkine. Pouchkine est russe, vous comprenez. Il me manque quelque chose comme le ciel. Je vois ce que Jack a voulu faire, c'est assez clair, mais je pense que, quitte à demander de penser, il me dévisage, choqué, et replace ses lunettes cerclées de fer blanc. Est-ce que je te demande pourquoi tu portes toujours une salopette et des chemises carottes, toi?
Est-ce que je te demande pourquoi tu prends toujours un air supérieur et entendu lorsque tu sors d'un spectacle? Est-ce que je te demande si tu sais ce que c'est que de foutre un pied sur un plateau de théâtre? Est-ce que je te demande ce que tu fabriques dans la vie et quel ennui t'habite pour toujours venir nous infliger ta présence et tes opinions ringardes sur l'art du jeu et la réforme des annexes 8 et 10 du régime des intermittents, alors que tu devrais gentiment finir ton sudoku dans ton salon? Non, je ne te demande rien, rien du tout. Alors, au nom de toutes les actrices et de tous les acteurs de France et de Navarre, fous-nous la paix, compris? Je le quitte, puis je reviens sur mes pas. La prochaine fois, c'est visage. Une colère, un caca nerveux, une perte momentanée de contrôle devant mon public. Impardonnable. Mais les faits sont tout autres. Bonsoir. Bonsoir et bravo. C'était très beau, très intéressant. Voilà, c'est tout. Nous sommes restés à nous sourire bêtement. Des visages crispés par la vacuité des échanges qui sonnent faux. Alors, pourquoi insister? Pourquoi faire la manche? Que faisons-nous? Et pourquoi le faisons-nous encore? Antoine, je n'irai pas par 4 chemins. Je suis prête. Je t'attends, toi et ton corps, toi et ton âme. Les rencontres sont rares, et je sais tout au fond de moi que tu es l'homme de ma vie. Il y a peu de chances que tu quittes ta femme et tes enfants, mais il y a une chance tout de même. Mes amis m'ont expliqué que 9 fois sur 10, les hommes ne quittaient pas leur foyer, leur petit confort. Tu n'es pas comme les autres hommes. Tu es revenu de chez les morts. Tu es capable de courage. Ne passe pas à côté de moi, Antoine. Je te le demande à genoux. Mais toi, à genoux, face à moi, et embrassons-nous. Je prendrai soin de toi comme personne. Je te prendrai avec tous tes défauts, toutes tes lâchetés, et crois-moi, j'en ai vu bien plus que tu n'as voulu m'en montrer. Tu feras de même avec moi, parce que nous nous aimons, et qu'il n'y a rien de plus beau et plus fort que l'amour de deux êtres qui se chérissent. Antoine, mon bel Antoine, laisse-moi te faire l'amour et réparer ton sommeil cassé. Laisse-moi chasser la roulade des méandres de ton esprit. Laisse-moi te regarder le matin préparer le café, préparer des œufs brouillés et faire le clown avec ta brosse à dents. Ne me prive pas de toi, je t'en prie, mon demi-dieu. Ne sois pas lâche comme les autres. Assume ton désir et rejoins-moi. Je suis prête à t'accueillir. Antoine, je n'ai pas peur d'être montré du doigt, d'être calomnié par le troupeau. J'ai pas peur qu'on me crache à la gueule, qu'on me traîne dans la boue puisque je t'aime. Tu m'as souvent parlé de la foi. Eh bien, voici mon credo. Je t'aime, Antoine Lepage, et je me battrai pour cet amour. Faut-il que je le crie sur l'une des tours de Notre-Dame pour être entendu? Faut-il que je me mette nue devant chez Esther pour que tu prennes pitié et que tu viennes me recouvrir d'une couverture, tel Joseph Boyce qui, après son accident d'avion, a été recueilli et soigné par des autochtones avec du miel et du feutre? Veux-tu que je m'incendie afin que tu vois que c'est un cœur sincère qui t'appelle? Ne passe pas à côté de nous. Je suis magique, Antoine. Je suis une sorcière qui, à la différence des autres femmes, n'a pas peur d'en être une. Et c'est ce que tu préfères en moi, Antoine. La sorcière. Je t'attends. Alexia. PS. Change d'erreur. Quoi qu'il en soit, toi et moi, ce sera comme ça. Tous nos récits, des récifs captivants. Laissons le vent, le vin nous éblouir. Puisse le givre et l'alcool nous étourdir. Laisse-moi filer
Je te reviendrai. Laisse-moi t'aimer. Je te détruirai. Oh, 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 oh. La porte du studio était entr'ouverte, il y avait des vêtements au sol, des livres et de la vaisselle sale. J'ai appelé doucement Alexia, comme on appelle un chat dans une cave. Elle était sous la couette, méconnaissable, les yeux gonflés de larmes, une expression à vous fendre le cœur tant elle paraissait profonde. Je ne l'avais pas vue depuis 4 semaines. Sa blessure d'enfant meurtrie était devant moi, je pouvais presque la toucher. Ses cheveux ébouriffés achevaient le portrait d'une folle, d'une forcenée. Ses yeux boursouflés avaient triplé de volume. Elle m'interrogea. « T'es content? Ça te fait du bien de me voir comme ça? Hein? T'en as pas marre de t'essuyer les pompes sur mon cœur? Tu vas encore jouer les victimes, hein, c'est ça, hein? La petite victime de merde! » D'un bond, elle se leva et renversa la bibliothèque qui s'écroula sur le sol dans un bruit sourd. Ce fut ensuite le tour des assiettes qui séchaient sur le bar américain et des verres hongrois, les jolis verres hongrois. T'es content, hein? Mange salope, c'est ça? Mais la salope, elle mange déjà, ok? Esther dans le rôle de la gentille maman, et moi dans celui de la putain qu'on baise. C'est ça, hein? T'as été là à revoir, hein? T'as pas pu t'en empêcher. Avant de revoir ton amoureuse, t'as préféré revoir maman. T'y y allais, hein, dans ta grande baraque de merde, mais vas-y! Retourne-y, connard! Retourne-y, bourgeois! Je suis sorti. Je ne sais pas quel instinct est venu à mon aide lorsqu'une vague de fureur l'a submergée, plus violente encore que la précédente. Mais c'est ça! Casse-toi, ordure! Casse-toi! Elle hurlait à présent. J'entendais les voisins frapper avec ce que j'imaginais être un balai ou une béquille. T'es intelligent, toi. Non, tu penses qu'à te vider les couilles entre toutes les cuisses de toutes les salopes qui passent. C'est tout ce que t'es capable de faire. Faire du mal aux gens qui t'aiment. Faire du mal. Moi, je t'ai donné ma jeunesse. Moi, je t'ai donné ma... Ce fut tout. Son visage grimaça, pris d'une douleur atroce. Elle bégayait des « ah, ah, ah » et des « oh, oh, oh » qui restaient coincés aux portes de ses lèvres difformes. Des cris, de l'écume lui sortaient de la bouche. Elle reprit dans un sanglot d'enfant. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. C'était Régine dans L'Exorciste, mais je n'étais pas le père Carras. Simplement moi, désarmé, impuissant devant une telle souffrance, je la pris enfin dans mes bras pour faire corps avec sa peine. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait de la fièvre. Ses larmes salées avaient creusé des sillons rouges sur ses joues. Elle hoquetait des secouées de spasmes. Elle ne cessait de répéter « Pardon, je suis laide, je suis laide, Ne me regarde pas !» Je la serrais contre moi, debout, en la berçant comme une enfant. En une fraction de seconde, je la revoyais sur scène dans le Don Juan, comme elle était magnifique, comme elle brillait alors. Il y a combien de temps déjà? Je vous reçois, Don Diego, et pourtant j'ai peur. Mon entretien mélancolique vous ennuiera. Sans cesse, pauvre veuve, je repense à ma perte. Et aujourd'hui dans mes bras, méconnaissables, sommes-nous devenus si intimes? Son Dieu colère remontait à une enfance souillée. Lorsque les adultes vous trompent et vous salissent, et que la vie à jamais est entachée de leur pulsion perverse de la saloperie masculine. Nous avons fini par nous endormir, encastrés l'un dans l'autre. Je lui ai embrassé son front qui sentait les nuages. Elle m'a demandé son âne bourriquet pour dormir en paix. La tendresse est venue à notre chevet.
sé para qué volviste. Si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Que me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Depuis la fenêtre du 4e étage, on apercevait 3 peupliers décharnés par le froid et l'humidité. Des squelettes, une esquisse glacée. Ils se détachaient malgré la faible luminosité et leurs branches tremblaient sous la bise. Au second plan, un immeuble de ciment gris plus large que haut. La lumière tamisée des appartements, des cubes de couleurs qu'un enfant aurait empilés, indiquait le début d'une activité. Un café-filtre coulait méthodiquement, du pain grillé, un homme dans une salle de bain se rase. La rue délavée charriait des pèlerins clairsemés sur le trottoir, des hommes et des femmes qui partent au travail. Des silhouettes bousculées par la pluie et le vent glacial qui s'engouffrait par bourrasque, rue des Ardennes. Une chorégraphie orchestrée par les intempéries d'une part et la volonté farouche d'une société active de se rendre au travail. Des injonctions contradictoires, la vie, le quotidien. Les parapluies ne cessaient de convulser, se retournant parfois avec à leur bout des êtres emmitouflés dans des imperméables beiges, des cabans, des doudounes. La nuit n'en finissait pas de mourir en ce lundi de février. Un corbeau sur une branche, un point noir foncé sur une ligne tracée au fusain et le bout incandescent de ma première cigarette pour éclairer mon visage, le buste collé à la rambarde, pour que le froid et l'odeur n'envahissent pas le studio surchauffé. À l'autre bout de la pièce, Alexia dort d'un sommeil profond, le visage éclairé par les raies d'un lampadaire que laisse filtrer le volet métallique. Elle est agitée par des rêves qui la rendent sérieuse, très concentrée. J'observe les rictus qui agitent les traits de son visage, des vagues qui se fracassent contre la jetée de sa conscience. D'une pichenette, je me débarrasse de la cigarette. Elle danse dans le vide, un projectile incandescent, une fusée de détresse qui passe inaperçue. La rue est devenue mon cendrier depuis que je refume consciencieusement et que j'ai emménagé dans ce studio. Le jeu consiste à éviter les passants, c'est tout. Je me dirige discrètement vers la salle de bain, surtout ne pas la réveiller. J'allume le néon au-dessus du miroir qui reflète l'espace d'une seconde mon visage translucide, émacié par la tension des maxillaires. À peine le temps de me reconnaître, la sensation étrange que cette peau, cette barbe noire, ces yeux inquiets ne sont pas moi. Une douche pour faire peau neuve, de l'eau pour oublier la nuit. Que faites-vous? Et pourquoi le faites-vous encore? Dites les fous, pourquoi cette bande à part? Pourquoi ces rites et ces cris lorsqu'on vous demande de rentrer vous coucher, qu'il est temps d'aller dormir, qu'il faut se reposer avant qu'il ne soit trop tard? Il faut vous reposer, monsieur, ça ira mieux. Demain est un autre jour. À chaque jour suffit sa peine. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Dans le cul. Prenez ça, ça va vous calmer. Prenez-le. Buvez, monsieur, vous ne le regretterez pas. Vous verrez, ça ira mieux. De toute façon, nous n'avons pas d'autre proposition.
Nous sommes nous-mêmes à bout, coincés de l'autre côté de la barrière, comme acculés et dépassés par le manque de moyens pour vous soigner dignement et dans de bonnes conditions. Et finalement, si proche de vous qu'on peut sur un coup de dé, sur un coup tordu du destin, une altercation avec son supérieur, un courrier de licenciement, un père qui vous a violé quand vous n'étiez qu'une petite fille, on peut vous rejoindre. Franchir la barrière de la pseudo-normalité pour écouter le concert des illustres disparus. Poète anonyme, boulanger alcoolique aux fulgurances mortifères, réfugié de Bosnie, du Rwanda, prostituée sur le périph', grand-mère tabassée par leur petite-fils pour une dose. J'ai été pris en charge par un jeune psychiatre aux urgences. J'étais toujours sanglé sur le chariot dans le couloir d'entrée des urgences. J'avais du sang séché sur le visage. Je reconnaissais la texture grain de sable dans les narines. L'expérience de l'enfant venait au secours de l'adulte en perdition. Les sangles, une fois retirées, on m'a autorisé à m'asseoir sur une chaise. En face de moi, un jeune homme m'interrogeait, très gentil, aurait précisé ma mère. Son extrême jeunesse me laissait perplexe. Il aurait pu être mon fils. Et que pouvait mon fils contre la voix ? Que pouvait-il y comprendre? Et surtout, était-il prêt à l'écouter, à suivre à la lettre toutes les injonctions contradictoires, mais nécessaires au bon déroulement de mon plan? Ordonner le chaos et sauver le monde. Dans la pochette supérieure de la blouse blanche, je devinais un paquet de cigarettes et des stylos de couleur. Vous savez pourquoi vous êtes ici, monsieur? Oui, je sais. Une pause, un silence. Je sais, repris-je, l'air détaché. Je l'ai examiné tout en lui souriant d'un air un peu désolé, m'excusant de le déranger si tard dans la nuit. J'ai poursuivi en turc pour le tester. Birgüm Pacha, Birgüm Pocha. Un jour, tu es clochard et un autre roi. Ce n'est pas votre avis, docteur? Oui. A-t-il répondu, placide? Vous n'auriez pas une cigarette, s'il vous plaît? J'ai arrêté de fumer, mais là, j'ai très envie d'une cigarette. Ça me ferait du bien, je crois. C'est interdit dans l'enceinte de l'hôpital. Sa réponse m'a blessé. Une larme a coulé sur ma joue, une larme qui signifiait « j'accepte ». Le sel est venu raviver les plaies ouvertes et ça m'a fait du bien de sentir quelque chose de vivant à ce moment précis. La douleur est un réconfort, parfois. Je ne supporte pas qu'on me dise non lorsque je demande une cigarette. J'ai l'impression d'être anéanti, d'être à nu, peut-être parce que je prends le risque de la demande. J'avais demandé une cigarette à un Allemand pendant mes vacances en Espagne. J'avais 17 ans. Lui, la quarantaine triomphante, on était sur une plage assez prolo en Catalogne. Et j'avais pris le risque de parler allemand. Je m'étais préparé. J'avais répété ma phrase. La cigarette était un simulacre. C'était la langue étrangère qui importait. C'était mon accent et la syntaxe qui devaient être correctes, afin que celui-ci me demande à son tour si j'étais moi-même allemand. Et de quelle ville en Allemagne et de quel Länder je venais. Je voulais être intégré, assimilé, pour extorquer une cigarette à l'ennemi. Je voulais être français, allemand. Je voulais être quelque chose, quelqu'un, un espion, celui qui n'est pas ce qu'il prétend, un acteur. Entschuldigung, darf ich eine Zigarette haben, bitte? L'Allemand a répondu « Nein. » Et ça m'a fait mal. Je ne pouvais pas chialer sur la plage, alors j'ai nagé comme un enragé jusqu'à épuisement. Le jeune psychiatre de garde reprit. « Dites-moi ce qui vous est arrivé, monsieur. Vous avez des souvenirs, des flashs ?» Je me souviens de tout, mais je ne dirai rien. Je préfère vous prévenir maintenant. Il ne nous reste que peu de temps. C'est la fin et elle n'est pas drôle. Vous me suivez? La fin. La fin du monde, vous voulez dire? Mais non, la fin de la pièce, idiot. C'est la fin du dernier testament. Ben Zion, c'est-à-dire moi. Ben Zion est amené à l'hôpital pour subir une ablation de la cervelle. Vous savez ce que ça signifie, non? Vous parlez d'une lobotomie? Oui, c'est ça, lui dis-je soudain très complice. Et vous savez ce que ça signifie, non? Monsieur Lepage. Je vais disparaître, eh oui. Monsieur Lepage, je lis dans le compte-rendu que vous êtes acteur, ça on est d'accord, et que vous avez été victime d'une bouffée délirante en pleine représentation. Au moment où je vous parle dans mon bureau, c'est la réalité. Le spectacle est fini. Vous le savez, n'est-ce pas, que c'est la réalité? C'est ce que vous croyez, c'est ce que tout le monde croit, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas fini. Je dois être lobotomisé ici même, c'est pour cette nuit. Ils vont venir m'arrêter, Judas m'a trahi. Enfin, il m'a aidé avec la volonté du Père.
Je me suis signé 3 fois, frénétiquement. Monsieur Lepage, reprit le médecin qui écrivait sur une feuille blanche tout en me parlant. Vous êtes à l'hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon. Le spectacle que vous jouiez est terminé. Vous avez été violent avec les pompiers. Oh, je n'ai pas été violent, docteur. Je me suis défendu. Je comprends. J'ai senti les battements de mon cœur s'accélérer, rien qu'à l'évocation de mon arrestation. Je me suis tendu à nouveau. Le jeune psychiatre m'a convaincu d'avaler une mixture qui apaiserait mon état délirant. Je lui ai rétorqué que non, que j'en avais déjà assez de leurs produits et qu'il me fallait faire au plus vite, car avant l'aube, je serais lobotomisé et mon corps disparaîtrait, toujours avec l'assentiment du père. Il a appelé une équipe en renfort. Je m'agitais sur ma chaise et je menaçais de tout casser si on ne m'écoutait pas. Je devais sortir. 2 molosses sont venus m'interpeller dans le bureau pour me rassembler. C'est le terme élégant qui signifie une immobilisation pour recouvrir au plus vite un rapport à la réalité que je m'efforçais pourtant de fuir avec maestria. Je fus interné d'office à l'hôpital psychiatrique dans la nuit. Il leur restait une place. J'ai dû m'endormir pendant le transport et je me suis réveillé dans une chambre le lendemain midi avec des douleurs aux côtes et aux jambes. Quand the stars to describe the fly of her on your way, flying along on sky. Hey, yeah, talk to the wind, flying along on sky. Hey, yeah, talk to the wind again. C'est toujours la même scène. Je suis à l'hôpital en réanimation, après mon OD. Je suis intubée, les bras attachés. Je suis sortie du coma depuis 1 jour et je remonte à la surface, par paliers. Le fond de la gorge me brûle. Il y a une horloge soviétique accrochée au mur décrépit, pile en face de moi. Elle indique 15 heures avec ses aiguilles d'acier et à 15h15, elle revient sur 15 heures. Elle est bloquée. C'est sans fin et c'est une torture. L'hypnothérapeute me demande de la débloquer. Je suis chez lui pour ça. Alors, mue par une impulsion mystérieuse, allongée dans un cabinet humide, des milliers et des milliers de chronomètres se sont mis en marche d'un coup. Des chronomètres aux reflets d'argent, de différentes tailles, aux minuscules aiguilles métalliques qui n'en finissent pas de faire le tour du cadran, à vive allure, heureuse de se mouvoir enfin après toutes ces années bloquées dans la faille de mon trauma. Des aiguilles qui avalent le temps pour le recracher aussitôt. Des millions de secondes, des heures rendues à la joie. Elle quitte enfin la répétition et retrouve le mouvement.